19h45, la barrière Info Soir. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du mercredi 12 octobre 2022. Des jeunes regroupés au sein d'un collectif dit des jeunes engagés pour le Niger se sont prononcés sur la situation socio-politique qui prévaut au Niger et dans certains pays de l'Afrique de l'Ouest qui ont connu des coups d'État. Ces jeunes ont rendu public une déclaration de presse, un extrait avec Ibrahim Amadou, il est membre de ce collectif. La situation sociopolitique de la sous-région ouest-africaine est actuellement surchauffée par des coups d'État, de nombreuses manifestations télécommandées et un ancrage de plus en plus profond du conspirationnisme. Cette situation doit interpeller tout Africain soucieux de l'avenir de notre cher continent. En effet, les acquis démocratiques issus de laborieuses luttes des années 1990 sont en train, au cours de cette décennie 2020, d'être remis en cause par un phénomène tentaculaire de renversement des régimes démocratiques par des militaires. Ils engendrent des restrictions sur les libertés, la mise entre parenthèses des attentes des peuples et le développement d'un populisme outrancier et subversif. C'est l'exemple des coups d'État du 18 août 2020 et du 24 mai 2021 survenus au Mali, celui intervenu en Guinée-Conakry le 5 septembre 2021, de ceux du 24 janvier 2022 et du 30 septembre 2022 au Burkina Faso. À ces dernières viennent s'ajouter les tentatives de coups d'État du 1er février 2022 en Guinée-Bissau et celle du 31 mars 2021 au Niger à la veille de l'investiture du président Bazoum. En général, le mode opératoire est bien rodé, au motif de contester certaines mesures prises par les pouvoirs en place. À l'épreuve des faits, ces irruptions militaires n'apportent aucune amélioration relativement aux motifs invoqués pour les justifier. Aucune amélioration sur le plan sécuritaire, pas de changement significatif sur le plan de la gouvernance et aucune orientation innovante en matière de trajectoire de développement socio-économique. Ainsi, face aux dangers qui nous guettent et les risques de compromission de la paix et de la quiétude dans la sous-région et au Niger en particulier, nous, jeunes acteurs de la société civile réunis au sein de la coalition dénommée Jeunes engagés pour le Niger, apportons notre ferme et indéfectible soutien aux États-Unis d'Amérique pour la mise en garde faite à la junte burkinabé quant à une éventuelle alliance avec les mercenaires russes qui constituent la principale force qui déstabilise la sous-région. Saluons les choix des partenariats opérés par les autorités nigériennes en vue de la sécurisation des Nigériens et de leur bien sur l'ensemble du territoire national. Les jeunes engagés pour le Niger appellent les frères égarés, porteurs des sinistres desseins pour notre pays, à se reprendre et à s'aligner les choix stratégiques opérés par nos dirigeants en matière de sécurité et de coopération. Appelons les jeunes de Niamey et ses alentours à répondre à un appel à manifestation que nous lancerons dans les tout prochains jours pour marquer notre désapprobation face au réseau pro-russe. Bientôt, une nouvelle assurance verra le jour au Niger dans le secteur agricole. L'assurance agricole est une idée du gouvernement nigérien pour permettre aux producteurs agricoles de faire face aux conséquences du changement climatique, notamment les inondations qui détruisent les périmètres irrigués. L'annonce a été faite ce mercredi par le président du comité national mis en place à cet effet. Précision avec Hassan Saleh Mustafa et Sadou Doumi. Désormais, les producteurs agricoles nigériens pourraient assurer leur activité agricole avec l'introduction d'une nouvelle assurance dans le secteur. Elle est dénommée l'assurance agricole indicielle. En effet, cette assurance permettrait aux producteurs agricoles nigériens de faire face aux aléas du changement climatique avec leur série d'inondations qui affectent négativement les productions chaque année. Une décision du gouvernement avec l'appui des partenaires. L'essentiel en français facile, c'est quoi? Vous êtes un producteur au bord du fleuve Niger. Vous vous rappelez, en 2020, le fleuve Niger a atteint la cote 700
mm, ce qui a complètement inondé les 23 aménagements hydro-agricoles qui existent quand vous sortez de Ayoru jusqu'à Dole. Dole, c'est le dernier village à la sortie du département de la région de Dosso, sur la frontière avec Kébi. Donc il y a 23 aménagements hydro-agricoles. Tous ces 23 aménagements hydro-agricoles étaient hypothéqués. Il y avait qu'une petite partie de Ndunga que nous avons pu récupérer en 2020. Imaginez un producteur de riz, comme je disais. Il peut dire, moi j'ai 2 hectares de riz. Je préfère aller vers l'assurance. Et je vais prendre l'assurance. Cette assurance va me coûter, par exemple, 20, 30 ou 40 000 francs l'hectare. Je vais aller m'assurer. Je m'assure comme quelqu'un assure sa voiture. Je m'assure au cas où j'ai une inondation qui hypothèque mon riz. L'assureur est là, il va savoir, comme en cas de 2020. Il va voir, il connaît, l'indice est déjà accordé avec l'assureur. L'assureur va voir qu'est-ce qui se passe. Il a ses avocats, il a tout. Donc, sur la base de ça, le producteur de riz va pouvoir verser ses 40 000 francs par hectare, par exemple. Il n'y a pas eu de dégâts, alhamdulillah, c'est ce qu'on souhaite. 2e, 3e, 4e année, une année vient, il y a le dégât. Il s'est assuré. Il va avoir la production qu'il devrait produire là, l'assureur va l'aider à l'avoir à un pourcentage consensuel qu'ils auront convenu. La nouvelle est vivement saluée par les organisations paysannes. Nous adhérons à 100% à cette question d'assurance, cette volonté de l'État du Niger de proposer des produits, puisqu'on sait que le Niger, l'État ne peut pas tout prendre en charge. Je donne un exemple plus concret. Je prends la FICOPRI qui a pris 350 millions de crédits. Ils ont acheté des engrais. Ils ont mis les engrais et la semaine qui suit, l'eau est venue tout emporter. Ils ont non seulement ce crédit à rembourser, mais ils ont aussi la perte. Alors donc ça veut dire que ce producteur-là, pour qu'il sorte du crédit, ça va être très difficile pour lui. Et c'est ça qui fait que nos producteurs n'arrivent pas à sortir du crédit. Nous avons discuté avec l'État. Nous n'avons pas besoin d'une assurance où on va la prendre parce qu'on a peur de la police. Non, non, non. Aujourd'hui, si les gens prennent les assurances, c'est véritablement parce qu'ils ont peur seulement de la police. Ce n'est pas parce qu'ils sont convaincus. Mais nous voulons avoir un modèle qui va pousser les gens à dire oui, je vais aller vers l'assurance parce que ça me convainc, parce que je trouve mon compte dedans. Donc le mécanisme qu'on va mettre en place, on va se battre pour qu'il soit un mécanisme très souple, pas trop de bureaucratie, pas trop de papier, mais que nous aussi, on puisse respecter nos engagements. L'assurance agricole est un mécanisme de partage des risques de catastrophes. 3 types d'assurance seront proposés aux producteurs nigériens, à savoir l'assurance agricole traditionnelle, climatique ou encore indicielle. La salle de réunion de l'arrondissement communal Niamey 2 a servi de cadre ce matin à une tribune d'expression des jeunes, une initiative de l'ONG Zao Inbayan qui rentre dans le cadre du projet Matassa Massou Doubara. Le reportage, le compte rendu est de Nafissa Touzakou et Boubacar Souley. Cette tribune d'expression des jeunes portant sur l'engagement des jeunes qu'elle approche pour une plus grande implication de tous les acteurs rentre dans le cadre du projet Matassa Massou Doubara organisé par l'ONG Zao Inbayan et financé par le programme Voice au Niger à travers Oxfam. Un rendez-vous de donner et de recevoir qui vise à développer toute une série de connaissances et de compétences. Encourager les jeunes et s'engager civiquement est importante pour la société. En effet, une jeunesse qui s'intéresse aux enjeux sociaux et politiques ne peut contribuer à l'essor d'une démocratie en santé. De plus, il permet aux jeunes de développer toute une série de connaissances, de compétences, de valeurs et de motivations qui leur permettront d'être des citoyens et des citoyennes capables et engagés. Ainsi, cette activité est pour nous une occasion singulière de parler des engagements des jeunes en présence des autorités et de leur donner des opportunités
aux jeunes ici présents et de discuter, mais aussi de faire des propositions sur lesquelles attendent les engagements des jeunes et qu'ils attendent des autorités afin de pouvoir pleinement jouer leur rôle. La pertinence du thème de cette rencontre a été saluée par le président du conseil communal de la jeunesse Niamey 2 et le chef du quartier Foulankwara. Quant au maire de l'arrondissement communal Niamey 2, il a dans son mot de lancement des travaux revenus sur l'objectif de ces assises. Cette activité s'inscrit dans le cadre du projet Matasamas Doubara, qui a pour objectif d'offrir un cadre d'expression aux jeunes où il sera question de discuter de l'engagement des jeunes et des nouvelles approches adoptées pour aller vers une plus grande participation des jeunes. Je saisis cette occasion pour rappeler que l'implication des jeunes est devenue une priorité majeure que bon nombre de pays considèrent comme un enjeu stratégique, économique et social qui permet de lutter contre la pauvreté, l'insécurité, la migration et les disparités entre les sexes, en même temps qu'il favorise le bien-être économique et social des populations. Durant toute une journée, les jeunes venus des 5 arrondissements vont échanger avec les autorités communales afin de déceler plusieurs approches nouvelles qui vont booster l'engagement et l'implication des jeunes au Niger. Le consortium d'agences pour le Hajj et la Oumra Saouki et Ambali Voyage a achevé le 3 octobre dernier une session Oumra en terre sainte de l'islam. La particularité de cette édition est sans doute l'aspect touristique qui a été introduit, une innovation que le consortium compte pérenniser. Ibrahim Yero. C'est une Oumra pas comme les autres que le consortium Saouki et Hambali Voyage a donné à ses pèlerins du 18 septembre au 3 octobre dernier. En plus des traditionnels ziyaras ou visites à Médine et les rites de la Oumra, les pèlerins ont eu droit à un véritable tourisme dans la ville sainte de la Mecque et ses alentours. C'est ainsi qu'ils ont visité le bâtiment dans lequel est tissée la couverture de la Kaaba, le musée où sont exposés tous les objets et outils ayant servi dans la Sainte Kaaba, les tombeaux des épouses du prophète de l'islam, dont celui de Maïmouna, qu'Allah l'agrée. Les pèlerins de Hambali Voyage et Saouki ont aussi vu l'endroit où le prophète Mohammed, paix et salut d'Allah sur lui, a reçu la première révélation du noble Coran, mais également là où ont été révélés les sourates Al-Mursalat et Al-Kawsar, plus connus sous l'appellation Inna A'atayna Al-Kawsar. Ce n'est pas fini, ils sont allés sur le mont Arafat et sur le site de Mina aussi. Bref, les pèlerins du consortium ont fait le tour des lieux où se rendent les musulmans qui effectuent le Hajj, appelé grand pèlerinage. Sur tout le parcours, le guide arabe explique et raconte l'histoire de l'islam en arabe et la traduction est assurée en Hausa et Germain par les responsables du consortium. Le tout s'est déroulé en présence de Cheikh Abbas Ibrahim de Saouki, Hajj et Oumra et de l'honorable Bachir Haruna Hambali de Hambali Voyage. لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Et vu le succès et la satisfaction des pèlerins, le consortium s'active à organiser un autre petit pèlerinage au lieu saint de l'islam à partir du 15 décembre prochain. Notre rubrique hebdomadaire, la chronique judiciaire, porte sur le contrat de travail, un thème développé par le juriste Emmanuel Alfred, également président du Raza Presse. Très bonne réception à vous.
aujourd'hui, nous parlons du contrat de travail. Alors, le contrat de travail, qu'est-ce que c'est? Donc, il faut retenir que le Code du travail définit le contrat de travail comme étant une convention par laquelle une personne physique s'engage, moyennant rémunération, à mettre tout ou partie de son activité professionnelle sous la direction d'une autre personne, physique ou morale, appelée employeur. Donc, dans cette définition, nous voyons un rapport de subordination d'une personne à une autre. Une personne qui, elle, a des compétences professionnelles et cette personne s'engage à mettre ses compétences au service d'une autre personne, mais moyennant une contrepartie qu'on appelle la rémunération. Donc c'est ainsi que le Code du travail définit le contrat de travail. Maintenant, quels sont les différents types de contrats de travail que nous avons? Ici, dans la plupart des cas, on retient deux types de contrats fondamentaux. Sinon, on peut avoir plusieurs. Mais les principaux contrats de travail que nous connaissons ici ou que nous appliquons généralement sont le contrat de travail à durée déterminée et le contrat de travail à durée indéterminée. Alors, comme déjà vous pouvez l'imaginer, le contrat de travail à durée déterminée, c'est celui-là qui est assorti d'un terme précis. Par exemple, un contrat conclu pour 6 mois, un contrat conclu pour 2 ans. Donc déjà les parties, dans le cadre de cette relation de travail, connaissent à l'avance la période d'échéance du contrat. À quelle période le contrat arriverait à prendre fin. Donc en dehors du contrat de travail à durée déterminée, vous avez également le contrat de travail à durée indéterminée, qu'on appelle généralement les CDI. Et les CDI sont ces contrats, comme déjà leur nom l'indique, qui sont ou bien qui ne sont assortis d'aucun thème précis. Là, les parties ont la faculté de continuer à garder cette relation professionnelle jusqu'à ce que cette relation de travail soit dénoncée par l'une ou par l'autre des parties contractantes. Sinon, a priori, il n'y a pas un terme qui déjà montre l'arrivée à terme du contrat. Donc, ça, c'est le contrat de travail à durée indéterminée. Maintenant, la loi ou le Code du travail et la convention collective interprofessionnelle ont prévu des conditions pour la validité du contrat de travail. C'est vrai, les parties ont la liberté, la latitude de s'engager, mais la loi réglemente l'engagement des uns et des autres. C'est pourquoi, au titre des conditions pour la validité d'un contrat de travail, on a ceci. Le premier point, c'est la question du consentement des parties. Tous ceux qui s'engagent doivent s'engager en connaissance de cause, doivent s'engager parce que les parties le désirent, parce qu'elles le veulent. Un contrat ou bien un consentement qui est donné sous l'effet de la violence, sous l'effet du dol, de la ruse, de la tromperie, est un consentement vicié. Et donc, par conséquent, ce contrat conclu sous l'effet de la violence ou sous le fait du dol, de la ruse, eh bien, ce contrat-là peut être frappé d'invalidité parce que le consentement n'est pas libre et éclairé. Quand on s'engage dans un contrat, le consentement a besoin d'être libre et éclairé. Il faudrait que les parties sachent ce à quoi elles s'engagent et qu'elles s'engagent en connaissance de cause. Donc, la première condition pour la validité du contrat, c'est le consentement des parties qui doit être un consentement donné de manière libre et de manière éclairée. Souvent, on peut assister à des situations dans lesquelles le contrat est donné sous le fait de la violence. Un mari, par exemple, peut contraindre sa femme de signer un contrat de travail alors qu'elle ne le veut pas. Peut-être même sous l'effet des menaces ou des chantages. Si tu ne conclus pas ce contrat, eh bien, ceci, cela. Donc, on lui fait des chantages. Donc, vous voyez, déjà dans cette situation, il y a une certaine violence psychologique.
la personne s'est engagée, pas parce qu'elle le veut. Il y a un vice du consentement qui est là. Ou bien, on peut avoir des situations dans lesquelles les parents peuvent contraindre les enfants à signer un contrat. Si vous ne concluez pas ce contrat, si vous ne vous engagez pas, et voilà, on vous dit des choses qui ne sont pas bonnes à entendre. Donc là, il y a une sorte de menace qui est là. Vous voyez, donc ces consentements donnés dans ce cas ou dans ces conditions-là ne sont pas libres et éclairés. Alors, après la question du consentement comme condition de validité du contrat, vous avez la question de la capacité. En droit, la capacité, c'est l'aptitude à jouir des droits et à s'acquitter des devoirs. Donc, ici, seul un sujet capable peut contracter, peut s'engager. C'est pourquoi la question des mineurs se pose, la question de la capacité. Donc, au Niger, on sait que la capacité, ou bien la majorité pénale est de 18 ans et la majorité civile est de 21 ans. Donc, ceux qui ne remplissent pas les conditions d'âge, vous voyez, là, la loi prévoit que ceux-là doivent remplir, ou bien les co-contractants doivent remplir cette condition d'âge afin de s'engager. Même si par ailleurs, le travail des mineurs, même au niveau national comme international, il est strictement réglementé. Mais ce que la loi pose comme principe, c'est la question de la capacité pour s'engager. Mais il s'est également posé, au titre de la capacité, la question de la femme mariée, ou bien la question du mariage, qui est un facteur d'émancipation. Parce que vous savez, un mineur qui contracte mariage, malgré qu'il soit mineur, peut être émancipé par le biais du mariage. Donc un mineur qui contracte un mariage se retrouve du coup comme un sujet capable. Et à ce titre, il est relevé de cette incapacité. Donc il peut valablement signer un contrat de travail. Et généralement, c'est pour les femmes ce sont les femmes qui ont cet obstacle. Mais le mariage vient ici leur donner cette émancipation. Donc, après la question de la capacité, vous avez également la question de l'objet et de la cause. Le contrat de travail doit avoir un objet, d'ailleurs l'objet qui doit être licite, et une cause aussi licite. Il peut y avoir des situations dans lesquelles les contrats sont fantaisistes, ou bien même que le contrat existe, mais il est démuni de tout objet sérieux. Un contrat qui n'a pas un objet n'est pas un contrat valide. Il faudrait qu'on sache ce sur quoi porte votre contrat de travail. Vous êtes recruté en quelle qualité? En qualité de juriste? En qualité de comptable? Votre travail, c'est évacuer les ordures. Votre travail, c'est être journaliste, c'est être rédacteur, c'est être caméraman. C'est quoi l'objet de votre contrat? Le contrat doit avoir un objet. Et un contrat qui n'a pas un objet est un contrat invalide. Parce que sur quoi est-ce que ce contrat porte? Vous voyez? D'où la pertinence de l'objet. Mais en dehors de l'objet, il faudrait que le contrat de travail ait également une cause. Une cause sérieuse. Une cause licite. Donc la cause ici, licite, est également une question, si vous voulez, fondamentale pour la validité du contrat de travail. Dès l'instant où la cause est illicite, elle est immorale, eh bien, l'objet ou bien si vous voulez, oui, la cause ici, illicite, invalide le contrat. C'est pourquoi la loi a prévu une cause licite du contrat pour qu'il soit valide. Donc voilà les conditions qui donnent la validité d'un contrat de travail. Maintenant, après ces conditions de validité du contrat, nous pouvons voir des situations qui peuvent suspendre le contrat ou qui peuvent mettre un terme complètement au contrat de travail. Quand vous prenez la question de la maladie peut suspendre le contrat de travail. Un salarié malade, eh bien, ne peut pas valablement exercer son travail. Donc, du coup, dans cette situation de maladie, le contrat peut être suspendu. Mais vous avez également certains événements qui peuvent arriver. Le salarié peut demander, si vous voulez
une sorte de permission pour convenance personnelle. Dans ce cas, il vaque à ses obligations, à ses occupations. Donc, dans cette situation-là, le contrat est suspendu jusqu'au retour du salarié. Il y a également d'autres cas comme, si vous voulez, des événements exceptionnels qui arrivent dans la vie du salarié, là également qui peuvent être des facteurs de suspension du contrat. Maintenant, en dehors de la suspension du contrat, vous avez la rupture du contrat de manière générale. Le contrat de travail peut être rompu, mais la rupture ici obéit à un certain nombre de conditions et de règles. Par exemple, un contrat de travail ne peut pas être rompu que pour une cause légitime ou bien une cause réelle et sérieuse. C'est-à-dire, l'employeur ne peut pas se lever aujourd'hui parce qu'il s'est réveillé sur un pied gauche et qu'il dise à son salarié, écoutez, je ne veux plus de vous aujourd'hui, levez-vous et partez, laissez mon bureau. Ce n'est pas possible. L'employeur, c'est vrai, peut le faire, mais s'il le fait, il y a des conséquences. Là, le juge peut qualifier ce licenciement comme un licenciement abusif parce qu'il est démuni de toute cause réelle et sérieuse. Si par exemple, le salarié a commis une faute grave, une faute lourde, par exemple un vol ou bien un abus de confiance, etc. Voilà des motifs qui donnent toute leur légitimité à la rupture du contrat de travail. Mais quand il n'y a pas une cause réelle et sérieuse, un motif légitime et sérieux, eh bien un contrat qui est rompu dans ces conditions-là peut être qualifié de licenciement abusif et par conséquent va entraîner une condamnation de l'employeur au versement des dommages et intérêts en dehors des droits qu'il doit payer. Voyez. Et c'est de la même manière que le salarié qui également à son tour décide de mettre un terme au contrat de travail doit également obéir à une procédure. Donc les obligations sont réciproques de part et d'autre. Pour le salarié par exemple qui désire mettre un terme au contrat de travail, il doit le notifier à son employeur, il doit lui donner un délai de préavis pour qu'il puisse chercher quelqu'un qui puisse le remplacer et prendre son poste. Vous voyez, s'il ne le fait pas, eh bien, il sera poursuivi pour démission abusive. Vous voyez, donc là, la démission, ou bien une démission irrégulière, parce que là, elle ne respecte pas les conditions. Eh bien, c'est de la même manière que l'employeur qui décide de mettre un terme au contrat de travail de son salarié doit également, s'il estime que le salarié a commis une faute, doit lui donner les moyens de sa défense. C'est-à-dire en lui infligeant une demande d'explication. Et maintenant, à cette demande d'explication, le salarié va apporter une réponse que l'employeur va examiner. Et après cette demande d'explication, il peut lui infliger une sanction. Soit, si vous voulez, une mise en demeure, un blâme, une mise à pied ou un licenciement. S'il va dans l'extrême en infligeant un licenciement, donc là, il doit lui donner un préavis. Un préavis qui varie en fonction de votre grade, 2 mois à 3 mois, etc. Donc, dans cette situation, le salarié, pendant ce temps, cherche un autre travail. Vous voyez. Et si il estime que il n'a pas besoin de ce salarié, il n'a pas besoin que le salarié fasse le préavis, eh bien, il lui paye le préavis en termes de salaire. Si c'est 1 mois qu'il lui doit, par exemple, il doit calculer 1 mois de salaire pour ajouter ça dans le calcul de ses droits. Donc là, l'employé n'a pas à faire le délai d'1 mois dans l'entreprise. Donc il part automatiquement. Mais le départ automatique dans ces conditions-là, vraiment résulte d'une faute grave. Tant que ce n'est pas une faute lourde ou une faute grave, là, rien ne prouve que le salarié quitte dans ces conditions. Mais en cas de faute lourde, le préavis n'est même pas obligatoire. Le salarié peut partir dans ces conditions et il perd souvent certains de ses droits. Donc, vous voyez, ce sont des questions tellement importantes qui doivent être connues des employés et des salariés afin que la relation entre salariés et employés soit des plus saines possibles. Donc, je voudrais terminer ici sur un dernier élément qui est d'ailleurs l'élément fondamental pour lequel on travaille. Si nous travaillons aujourd'hui, c'est parce que nous attendons un salaire. C'est parce qu'en contrepartie, nous savons que l'employeur a quelque chose pour nous, qui est le salaire. D'ailleurs, aujourd'hui, M. Hassan, si vous n'êtes pas payé, eh bien, je ne sais pas si vous avez continué de faire ce que vous êtes en train de faire, vous allez changer de travail. Et si même, peut-être, vous n'êtes pas bien payé, je suis sûr que vous allez chercher quelque chose d'autre, ou mieux que ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Donc, vous voyez que la question du salaire, elle est une question déterminante dans la vie du salarié. Donc, au titre des obligations de l'employeur, ce dernier a pour obligation de payer le salaire. Et payer le salaire à terme échu.
si le salaire, le non-paiement du salaire à terme échu est considéré comme une faute grave de la part de l'employeur, qui peut entraîner même la cessation de travail entre lui et le salarié. C'est tellement important parce que le salaire a un caractère vital, il a un caractère alimentaire et le juge protège le salaire, l'employé. Oui. Donc, voilà ce que nous pouvons vous dire sur le contrat de travail.